LuxLeaks. Le LuxLeaks. LuxLeaks, la révélation. Madame, monsieur, bonsoir. Bienvenue sur le plateau de l'émission. À votre avis, nous sommes en direct avec un public qui a démarré un peu en retard. C'est pas très grave. Nous sommes en direct pour parler de fraude fiscale ce soir. Un thème qui a beaucoup rebondi dans l'actualité, vous l'avez vu. Avec aussi parfois certains reproches qui sont faits à l'État fédéral qui ne donnerait pas suffisamment de moyens pour lutter contre la fraude fiscale. Nous allons en débattre avec nos invités et nos différents interlocuteurs qui sont dans le public. Et je vous présente tout d'abord ceux qui nous ont rejoints et qui sont au centre de ce plateau. Tout d'abord Michel Claise, juge d'instruction spécialisé dans les matières fiscales. Bonsoir. Vincent Scourneau, député fédéral MR. Ahmed Laouej, chef de groupe PS au Parlement fédéral. Sabrina Scarna, vous êtes avocate et fiscaliste. Et puis Georges Gilles Quinet, député fédéral écolo. Nous sommes en direct et en public, je vous l'ai dit. Dans ce public, il y a pas mal d'autres personnes qui vont intervenir et je vous les présenterai tout au long de cette émission. Émission qu'on démarre tout de suite en accueillant Pierre Kroll. Bonsoir. Bonsoir Pierre. Bonsoir. Alors c'est un thème évidemment très polémique, avec beaucoup de gens qui réagissent déjà sur les réseaux sociaux de cette émission, disant c'est toujours sur les petits qu'on tape et pas assez sur les grands. C'est un thème évidemment sur lequel vous avez déjà pas mal dessiné. On le dit en wallon, c'est todder les petits qu'on se proche pour faire du wallon, ce qu'on ne fait pas souvent dans cette émission. Mais oui, après tous les LuxLeaks, SwissLeaks, etc. et toutes ces révélations, on croyait qu'on avait compris qu'il y avait beaucoup de gens riches et des entreprises qui avaient tous les trucs pour ne pas payer d'impôts. Maintenant, avec les dernières révélations, là, les Paradise Papers, je crois qu'on a compris que c'était la règle. Au-dessus, là-haut, les plus riches, ils ne payent pas d'impôts du tout. Tous. C'est le dessin que j'ai fait lundi là, pour le journal Le Soir, vous voyez. Mais ils sont quand même de moins en moins tranquilles parce que les journalistes, eux, font leur boulot et les retrouvent. Autre dessin. Et puis alors, comme vous l'avez dit, il y a des gens, évidemment, qui luttent quand même contre la fraude fiscale. Il y a des juges et tout ça. Mais c'est le plus souvent les petits qu'on attrape et pas les gros. Ça, j'ai fait ça sur le plateau un jour dans un débat sur ceci. Voilà, débat qui est lancé. Merci à vous Pierre. Vous dessinez en direct et on assiste à vos derniers coups de crayon pendant ce débat. Et éventuellement, on les commande sur ce plateau. Et on vous retrouve en fin d'émission. Bon boulot, à tout à l'heure. Nous, on va tout de suite s'intéresser au sommaire de cette émission. Comme toutes les semaines, on a chapitré ce programme et ce débat en 3 grands chapitres. Tout d'abord, l'État est-il un fraudeur ? On se pose la question en découvrant que de l'argent public aujourd'hui se trouve dans un pays qui figure sur la liste noire de l'État fédéral. Et puis, les gros fraudeurs sont-ils protégés en Belgique ? On se posera clairement la question aussi en se demandant s'il y a suffisamment de moyens pour la lutte contre la fraude fiscale. Et puis, un 3e chapitre qui sera finalement cette imposition à 2 vitesses. Le système d'imposition en Belgique est-il juste ? Bref, on a pas mal de pain sur la planche et je vous propose pour introduire ce débat, la séquence traditionnelle. Elle est signée Thibaut Wolfart. LuxLeaks. Le LuxLeaks. LuxLeaks, la révélation par une série de médias d'arrangements fiscaux. Le scandale du SwissLeaks. Plus de 100 000 comptes en banque, des milliards appartenant à des rois, des stars du showbiz, des personnalités politiques, des riches anonymes. Le rôle d'un avocat n'est jamais de favoriser la fraude, c'est par contre d'expliquer à son client comment me payer le moins d'impôts. Les révélations du Panama Papers sur les paradis fiscaux secouent la planète. Ce qui est important pour moi maintenant, c'est d'obtenir un accord avec le Panama pour obtenir l'échange d'informations. Après le Luxembourg ou encore le Panama, nous nous envolons vers les Bahamas. Les hommes politiques se sont laissés entraîner au cours des dernières années dans une dérive qui consiste à augmenter systématiquement les pouvoirs de l'État, non pas à l'égard des grands fraudeurs, mais à l'égard de tous les contribuables. Pour poursuivre l'expédition, il suffit d'une idée lumineuse et d'un peu d'imagination. Ikea, ils payent en moyenne 2% d'impôts sur leurs bénéfices, alors que le taux d'imposition normal, on va dire, est de 33,99%. Chez Ikea, les prix sont bas toute l'année. De nouvelles révélations sur l'évasion fiscale. Un consortium de journalistes a commencé à publier les Paradise Papers. Ici, on est plus dans de l'évasion, dans de l'ingénierie de plus en plus complexe. Là, on nous dit que ce qu'on a analysé sur les fraudes des années 2000, nous n'avons même pas mis en œuvre la moitié des mesures qu'il faudrait mettre en œuvre pour y répondre. Et aujourd'hui, dans nos colonnes, on vous parle des fraudes de 2017. Alors la question c'est, qu'est-ce qu'on attend ?
Cette émission, on la réalise, vous le savez, pour vous, mais aussi grâce et avec vous. 3 moyens pour interagir avec nous. Tout d'abord, Facebook. Nous sommes en direct sur Facebook et on y découvre vos commentaires tout au long de cette émission. Vous pouvez également répondre à nos questions et nous laisser des commentaires via l'application Echo. Et puis, il y a évidemment Twitter avec le hashtag à votre avis en un seul mot. Puisqu'on parle des réseaux sociaux, Nicolas Van der Bist, c'est un peu votre cheval de bataille. Vous allez lancer ce débat finalement, nous disant qu'est-ce qu'on lit sur les réseaux sociaux, comment est-ce que les gens commentent finalement ces différents scandales financiers. J'avais regardé en fait tous les tweets au niveau de la fiscalité et on remarquait qu'au fur et à mesure des cas, il y avait de moins en moins de réactions et de partages de la part des gens sur Twitter, ce qui montre que les gens commencent petit à petit un peu à se lasser. Alors à se lasser ou être un peu désabusés, ayant l'impression finalement que rien ne va jamais changer? Ça, c'est difficile à dire parce que ce n'est que des statistiques et donc c'est difficile d'aller voir derrière. Qu'est-ce qu'il y a derrière ce manque de partage, ce manque de réaction par rapport aux anciens cas, puisque quand c'était LuxLeaks, Panama Papers, on était autour du double de mentions sur ces cas-là. Voilà, et on va voir si ce soir, finalement, à l'occasion de ce débat, ça réagit un peu plus sur les réseaux sociaux, mais je n'en doute pas, vu les très nombreuses réactions qui nous parviennent déjà. Premier chapitre de cette émission, on rentre au cœur du débat. L'État est-il un fraudeur? On est en droit de se poser la question. On découvre qu'une société, la société belge d'investissement, est détenue à 64% par l'État, mais que finalement, cette société a des avoirs dans un paradis fiscal. C'est une info qui a été révélée dans le cadre du Paradise Papers. Vous en avez sans doute entendu parler. C'est un vaste dossier qui a été composé par plusieurs médias. Et je vais tout de suite aller retrouver l'un des journalistes qui a participé à tout ça, c'est Xavier Kounas. Vous êtes journaliste au Soir. Alors, gros dossier, évidemment. Vous aviez déjà beaucoup parlé du Panama Papers. Première question très très concrète. On a parlé de la société belge d'investissement. Est-ce qu'il y a d'autres sociétés belges qui, à votre connaissance, pourraient être concernées par un tel scandale? On a déjà sorti tout ce qu'on pouvait au niveau belge et au niveau public. En tout cas, ce sera le seul gros cas qu'on va sortir. Il reste quelques histoires d'ici la fin de semaine, mais une société publique détenue par l'État belge qui a un intérêt financier dans une société aux îles Vierges en l'occurrence, ce sera le seul cas de ces Paradise Papers. Ce qui veut dire pratiquement, en faisant un peu de teasing pour votre journal, qu'on va découvrir des cas privés qui sont tout aussi graves ou qui posent en tout cas autant de questions? Oui, et parfois des autres questions. Il y a la notion de vouloir se cacher derrière une offshore, il y a la question de vouloir faire de l'optimisation fiscale, il y a une volonté de vouloir frauder, parfois une volonté délibérée. Et donc on essaye au fur et à mesure de la semaine de montrer des cas différents et des exemples différents d'utilisation d'offshore. Parce que le point commun de toute la fuite actuelle, c'est que systématiquement, à un moment ou à un autre, il y a recours à un paradis fiscal et une société offshore. Alors je ne sais pas si vous allez me répondre, mais est-ce qu'on peut avoir un nom qu'on va pouvoir lire et qui ressortirait un peu plus que les autres dans les jours qui viennent? Je voudrais bien vous répondre, mais on a des accords notamment avec nos partenaires flamands pour sortir les infos au même moment, et donc je ne vais pas briser l'embargo aujourd'hui. Désolé pour vous. Je comprends tout à fait, c'est tout à fait normal. Marc Bourgeois, vous êtes professeur de droit fiscal, vous, et de droit des finances publiques. Alors cet argent public dans les îles Vierges, la question, elle est toute simple. Est-ce que c'est légal ou absolument pas? Ça dépend évidemment du contenu du dossier. Je ne connais pas évidemment l'ensemble des éléments de ce dossier. Ce qui serait illégal, c'est que des revenus aient été engendrés et soient imputés à la société publique et qu'elle ne les ait pas déclarés. Donc si la société publique a dissimulé à un moment donné des revenus, alors on tombe dans le domaine de l'illégalité. Mais avoir, si je puis dire, une participation dans un paradis fiscal et construire un schéma par ce biais-là, quitte à payer peut-être moins d'impôts, peut se faire aussi en toute légalité. Je n'ai pas dit que ça se faisait en toute moralité. Il y a une grande différence entre la légalité et la moralité. Effectivement, on peut mettre en accusation, si je puis dire, ce qui se passe aujourd'hui d'un point de vue moral, mais ça ne veut pas nécessairement dire que ce serait illégal. Et manifestement, il y a un bas de laine qui traîne sur une petite île, nous dit Pierre Kroll. On va entamer ce débat à la table avec nos invités. Tout d'abord, on a voulu vous poser une question via l'application Echo, avec de l'argent de l'État qui serait placé dans des sociétés offshore. Une pratique légale, mais est-ce que ça vous choque? Découvrez le résultat. On est à oui pour 79% d'entre vous, c'est assez clair. Vous êtes déjà plusieurs centaines de personnes à avoir voté. Vous pouvez évidemment continuer à le faire. Georges Gilles Quinet. Qui, selon vous, est responsable de ce qu'on vient de découvrir aujourd'hui? Alors, il y a une société qui est citée, qui a un conseil d'administration, un président, il y a une tutelle exercée par le ministre des Finances et l'ensemble de ces responsables doivent s'expliquer. Nous avons demandé qu'ils viennent se présenter devant le Parlement, devant la Commission des Finances, sans doute, et nous expliquer ce qui s'est passé.
J'entendais tout à l'heure le ministre Van Overtveld s'offusquer de ce qui se passait, mais c'est le ministre Van Overtveld qui critique le ministre Van Overtveld. Mais ça dure depuis 1999, ça veut quand même dire qu'il y a eu un tas de gens qui ont eu les compétences pour découvrir ce qui se passait. Est-ce que vous pensez qu'il y a presque là un scandale d'État, c'est-à-dire en gros on savait mais on n'a rien dit? Je voudrais qu'on enquête. Comprendre comment, au début de cette société publique, on a accepté de placer une partie de son argent et pourquoi dans un paradis fiscal. Et pourquoi, par la suite, on n'a rien fait pour sortir de cette situation problématique. Alors, ça concerne les ministres qui ont été responsables. Longtemps, M. Renders, pendant 10 ans, M. Van Ackere, M. Gens, aujourd'hui, M. Van Overtveld. Ça concerne les administrateurs de cette société. Aujourd'hui, le président de la société, c'est M. Jean-Claude Fontinoy, qui est membre du cabinet de M. Renders, aujourd'hui ministre des Affaires étrangères, qui a beaucoup de mandats qui ne sont pas publiés, contrairement à nos mandats. C'est peut-être un élément à souligner. Peut-être qu'on devrait obliger les membres des cabinets à déclarer l'ensemble de leurs mandats. C'est une parenthèse. Mais moi, je voudrais qu'il nous explique comment il exerce son rôle de président de la société, quelle est la finalité économique de cette société dans un paradis fiscal. Est-ce que l'impôt, c'est la question qui a été posée par Marc Bourgeois, qui est un des experts de notre commission Panama, est-ce que l'impôt a été payé ou est-ce qu'il y avait un but d'éluder l'impôt? On pourra alors déterminer l'importance du scandale, mais pour moi, quand l'État ne montre pas l'exemple, quand un mandataire politique ne montre pas l'exemple, alors il y a un problème, il n'est pas crédible dans son travail en matière Ahmed Laouech, vous suivez aussi Didier Renders? Mais j'ai interpellé le ministre des Finances cet après-midi en commission des finances. Il présentait sa note de politique générale et nous aurons évidemment demain un débat en plénière, notamment sur ce sujet. Le ministre des Finances s'est engagé à mener une enquête et donc à demander des rapports à son administration pour tirer les choses au clair et voir ce qu'il en est. Ce que je souhaite ajouter par rapport à ce qui vient d'être dit, c'est qu'on retrouve à nouveau dans ce dossier une filiale, Renteport, du groupe Ackermans Van Aren. Le groupe Ackermans Van Aren, c'est le groupe de Luc Bertrand. Luc Bertrand, que l'on retrouve à nouveau dans toute une série de dossiers qui ont fait l'objet d'une enquête de vos confrères du VIF et où on voit un certain nombre de connexions entre ce groupe important. C'est une grande holding. Qui est Luc Bertrand? Parce que là, je pense que Luc Bertrand, je l'explique. Luc Bertrand, c'est le patron d'Ackermans Van Aren, qui est une des plus grandes holdings en Belgique et qui est liée à certaines sphères de l'État. Il faut le dire comme cela. Vos collègues, vos confrères du VIF ont fait une enquête à ce sujet et ça commence à faire beaucoup. Et donc nous, au-delà de ce cas, on souhaite avoir un débat sur les connexions entre ce groupe d'affaires et un certain nombre de personnes membres de la sphère. Est-ce que vous voyez dans tout ça les racines d'un scandale d'État? Mais écoutez, à ce stade, il faut être de bon compte, on attend les explications du ministre des Finances. On l'a prévenu, on lui a dit, écoutez, il y a urgence, il faut faire la transparence le plus vite possible. Il parle d'un manquement éthique, c'est suffisant? Donc, nous espérons que dès demain, il pourra nous amener des éclaircissements. Si ça ne suffit pas, il va de soi qu'on continuera à l'interroger jusqu'à ce que toute la transparence soit faite. Il n'est pas acceptable que des parties de l'État, d'une manière ou d'une autre, soient impliquées dans les paradis fiscaux. C'est inacceptable, c'est incompréhensible, en plus de poser un certain nombre de questions sur la conception que se font ceux qui gèrent ces outils étatiques de la justice fiscale et de la relation à l'impôt. Xavier Kounas, c'est un dossier évidemment que vous avez beaucoup traité. La question est un peu difficile et pardon, la réponse ne sera peut-être pas simple non plus. Est-ce que vous avez l'impression qu'il serait possible qu'au sein de l'État belge, on ait depuis maintenant 18 ou 19 ans fermé les yeux sur ce qui serait un véritable scandale financier? Alors, on ne peut pas parler de scandale, mais ce qui est vrai, c'est ce qu'on a essayé de faire d'ailleurs ce matin dans les colonnes du soir, c'est d'expliquer les éléments troublants. C'est-à-dire qu'au-delà de la simple existence d'une société offshore aux îles Vierges, dans laquelle est actionnaire la SBI, la Société Belge d'Investissement, il y a 2-3 éléments qui interpellent. Le fait que, par exemple, dans les rapports annuels, tous les rapports qui sont publics, systématiquement, l'adresse de cette société a été renseignée au Vietnam, alors que la société, en réalité, est domiciliée aux îles Vierges britanniques. Donc, on s'interroge. La SBI a répondu, elle a dit c'est une erreur. On n'a rien voulu cacher, nous avons fait une erreur qui a été répétée pendant plusieurs années consécutives. Et il y a plusieurs éléments comme ça où on se pose des questions et on attend des réponses. Et j'entends que le ministre Van Overtveld va être appelé à s'expliquer. Je pense que c'est une bonne chose parce que on attend quand même de la Belgique qui, d'un côté, met les îles Vierges sur une liste noire,
qu'elle ne soit pas en parallèle actionnaire d'une société là-bas, qu'elle ne fasse pas tourner le business parce qu'on les paye, les gens qui sont aux îles Vierges, pour faire tourner la société, pour continuer à tenir à jour un registre, etc. Donc là, il y a quand même un vrai paradoxe qu'il est bon d'éclaircir. Vous êtes déjà très très nombreux à réagir via Facebook et on va dans un instant prendre les messages qui nous parviennent, mais vous êtes très très nombreux. Je cite maintenant Daniel, Phil, qui nous disent être complètement désabusés par rapport à ce qu'ils découvrent. Et évidemment, tout ça ne donne pas une image très glorieuse, soyons francs. Vincent Scourneau, on cite beaucoup le nom de Didier Reynders dans tout ce qu'on a découvert ce matin via Jean-Claude Fontinoy. On parle de responsabilité gouvernementale, du fait que beaucoup de gens ont fermé les yeux. Votre réponse par rapport à tout ça? Je pense qu'il faut raison garder. On a quelques heures de recul sur une information qui est tombée ce matin. Il y avait un boycott sur l'information, on l'a tous appris ce matin. Puis on tire déjà des conclusions hâtives, on sort des jugements. Je pense que le ministre va venir répondre, le ministre des Finances, on pourra examiner les responsabilités des uns et des autres. Et dans l'attente de cet examen de responsabilité, il serait tout aussi scandaleux de commencer à juger les gens sur la place publique. Donc je crois que ces dernières semaines, on a vécu, dans toutes les matières d'ailleurs, parfois des rebondissements tonitruants qui sont en train de se dégonfler. Donc par voie de conséquence, comme d'ailleurs pour les Panama Papers, il faudra faire la clarté, il faudra nuancer, et puis après on tirera les conclusions. Alors, on tirera les conclusions après avoir nuancé tout ce qu'on peut aujourd'hui entendre. Sur les Panama Papers, et puis je vais retourner dans le public, retrouver un collectif de citoyens qui a pas mal de choses à nous dire sur ces questions de la fiscalité. Sur les Panama Papers, précisément, quand on lit ce que dit l'opinion publique, c'est pchit. Et en gros, c'est on a voulu étouffer et impossible d'avoir la vérité. Qu'est-ce que vous répondez à ces gens qui aujourd'hui se disent désabusés par rapport au manque de résultats sur ce qui paraissait être quand même un solide scandale? Je peux comprendre le sentiment des gens, évidemment, parce que cette affaire démarre de manière assez exacerbée. On parle de plus de 730 dossiers belges. Et puis finalement, lorsqu'on commence justement à analyser, à examiner, à nuancer les choses, on s'aperçoit qu'effectivement, il y a beaucoup moins de monde concerné. Je crois qu'aujourd'hui, on parle encore de plus ou moins 200 dossiers et d'une quarantaine de dossiers ouverts au niveau du parquet. Donc de 700 dossiers, on ramène l'affaire à 200 dossiers. C'est 200 dossiers de trop, évidemment. Mais ça nuance les choses. Ça veut dire qu'en fait, après examen, on s'aperçoit que beaucoup de personnes, parfois de manière individuelle, ont été traînées dans la presse et n'avaient rien à se reprocher sur le plan de la légalité. Alors sur le plan de la moralité, évidemment, on peut en débattre. Mais ce qui est moral n'est pas encore interdit. Moi, je suis un libéral et j'aime bien dire que ce qui n'est pas interdit est permis. Et donc, par voie de conséquence, par rapport à ça, il faudra nuancer les choses. Mais tant qu'elles sont permises, elles le sont. Et on ne peut pas condamner les gens comme ça sur le banc public parce qu'à un moment, le nom apparaît. On a dit tout à l'heure, la société dont on vient de citer le nom est effectivement dans un pays offshore. C'est peut-être amoral, mais jusqu'à présent, ça n'est pas encore illégal. Mais il y a des on moyens est quand même bien d'accord pour dire que dans les plus hautes sphères sphères de l'État, c'est impossible qu'on n'était pas au courant d'un truc pareil, franchement. C'est moi, je ne le sais pas. L'enquête le dira. J'ai pas dit que vous étiez au courant. Non, je ne sais pas si les ministres devaient être au courant. Il faut quand même... On peut imaginer, allez, ça ne vous ferait pas avaler à l'opinion publique, qu'un des plus proches collaborateurs de Didier Reynders n'était pas au courant de quelque chose comme ça. Ça, on va le lire sur tous les réseaux sociaux et c'est des choses que les gens ne peuvent plus entendre. J'ai lu les considérations aujourd'hui du numéro 1 des Finances qui a siégé comme administrateur et qui dit « moi, je n'étais pas au courant ». Alors, est-ce que c'est une responsabilité de sa part qui n'a pas été assumée? On le dira dans les prochains jours. Très très rapidement, en quelques secondes, on a beaucoup parlé des Panama Papers, Georges Ilkinet et Ahmed Laouej. Très rapidement, je veux vraiment qu'on aille vers le public, mais je veux vous entendre. Est-ce que sur les Panama Papers, on a encore une chance de découvrir d'autres choses ou bien est-ce qu'on peut considérer que le dossier est clos? Moi, j'espère que ce travail journalistique permettra de déboucher, d'une part, sur la poursuite éventuelle de ceux qui auraient fraudé, qui n'auraient pas payé leurs impôts, mais j'espère surtout que ça va déboucher sur des mesures légales. On parle de morale. La morale ne change pas, la loi peut changer. Ce qui est aujourd'hui immoral doit devenir illégal. Ça doit être un objectif ici au niveau belge, au plan européen, créer de la transparence et faire en sorte que l'impôt soit payé où le bénéfice est réalisé et que chacun assume ses responsabilités. Oui, ce que la commission Panama Papers a fait apparaître, c'est que l'inspection spéciale des impôts et la justice ne nous ont évidemment pas attendu que pour ouvrir des dossiers. Fort heureusement, l'inspection spéciale des impôts en a ouvert plus de 200, la justice plus de 300. On verra ce que ça donne. Est-ce qu'il y aura une suite à cette commission? On dit que c'est fini. On dit qu'on refuse une suite à la commission Panama et que c'était fini. Alors, précisément, donc nous avons voté, nous, contre les recommandations qui ont été imposées par la majorité, il faut le dire. Et de ce point de vue, j'aurais des nuances à porter sur le rôle
rôle des uns et des autres, que les choses soient claires. Je ne vise pas M. Scourneau, par exemple. Mais ce que je veux vous dire, c'est que certains lobbies sont à l'œuvre, des lobbies puissants, en particulier la FEB, en particulier donc le patronat, en particulier le secteur du diamant, qui ont clairement fait en sorte que les travaux soient freinés quant aux ambitions. Et donc on a un certain nombre de recommandations qui sont molles. Par exemple, sur l'OCDE, on va y revenir, mais c'est très important. Je veux déjà le glisser ici, et M. Claes en parlera mieux que moi. C'est un service de pointe qui fonctionnait bien et que l'actuel gouvernement a complètement démembré. On va y venir, précisément. Mais donc, je ne l'anticipe pas, mais je veux insister sur une chose, c'est que par exemple sur un fait comme celui-là, il y a eu une mauvaise volonté manifeste qui est motivée évidemment par un certain nombre d'intérêts qui sont défendus par certains politiques. On va y venir justement, et on a deux spécialistes des matières fiscales d'un point de vue juridique évidemment qui vont prendre la parole dans un instant pour nous dire ce qu'ils en pensent et de ce manque de moyens alloués à la lutte contre la fraude fiscale. Vous avez poussé un solide coup de gueule à Michel Claes à ce sujet. Mais je me rends vers le collectif citoyen qu'on a voulu inviter dans cette émission. Vous êtes un collectif qui s'appelle Justice Fiscale. Ça, jusqu'à présent, c'est assez clair. Vous avez mené des actions déjà à plusieurs reprises, il y a eu des reportages. Quand vous entendez ce qui se passe aujourd'hui, ce qui vient d'être dit sur ce plateau, vous réagissez comment en tant que citoyen ? Nous, on trouve ça un peu choquant de se rendre compte en fait que y a quand même toujours les mêmes des riches qui ne payent pas d'impôts, des multinationales, des travailleurs comme nous qui payons plus d'impôts qu'une multinationale comme AB InBev, Ikea, Nike, n'importe laquelle. Et donc ça, c'est inacceptable. Vous pourriez croire que dans le scandale de cet argent public qu'on découvre dans un paradis fiscal, finalement, pas grand monde n'était au courant ? On a un peu du mal à le croire. Pour vous, il y a des responsabilités, des têtes qui devraient tomber dans un cas comme celui-là, ou est-ce que finalement on s'est dit qu'on a essayé de placer l'argent là où il aurait pu rapporter le plus ? En tout cas, il faut enquêter et ça ne peut plus arriver. Et on doit vraiment changer ça parce que c'est pas possible qu'à cause de ça, tous les citoyens doivent payer et n'aient plus de pension, n'aient plus de soins de santé, n'aient plus de culture, d'accès à l'éducation. Donc ça ne va plus. Ce serait un coup de couteau de plus dans la confiance entre le citoyen et le monde politique ? Je pense, oui, clairement. Et vous craignez qu'un étouffement général de tout cela n'arrive ? Disons qu'il y a un an, il y avait une émission qui parlait du même sujet. On est un an plus tard. Qu'est-ce qui s'est passé ? Pas grand-chose. Donc on est inquiet, oui. Alors, je vais me tourner maintenant vers les deux juristes qui sont au tata. Michel Claes, tout d'abord, très rapidement, parce qu'on va enchaîner sur la question du manque de moyens pour lutter contre la fraude fiscale. Ce que vous découvrez là aujourd'hui, est-ce que ça peut être lié précisément à ce manque de moyens ? Ce manque de moyens ? C'est une évidence. Mais ce que je voudrais vous dire avant toute chose, il faut arrêter avec cette hypocrisie. L'hypocrisie, c'est quoi ? C'est d'entendre ici, à cet instant, de dire qu'il y a 200 dossiers, 300 dossiers. C'est pas ça le problème dans les choses qui sont détectées. C'est de dire que ce qui a été vaguement ciblé représente la tête d'épingle du montant bien plus général et global du réel problème. Et quand je vous parle de la criminalité financière dont la fraude fiscale fait partie, c'est cela tout le problème de notre société, non seulement belge mais mondiale. Il faut arrêter avec ça maintenant. Il faut maintenant se dire que ce n'est pas 200 dossiers qui sont les problèmes et que 200 dossiers. Il faut se dire que la situation globale est sans précédent dans l'histoire que nous connaissons maintenant et qui bouleverse notre société. Il n'y a jamais eu autant de fraude fiscale dans le monde ? Il y a toujours eu cela. Elle s'aggrave par les moyens techniques de communication. Elle est en train de galoper de manière extraordinaire parce que aussi le monde de la finance a pris possession politiquement, je dis bien politiquement, de la direction de la planète. Et avec cela, vous avez un mélange entre l'argent sale et l'argent propre que nous ne maîtrisons plus. Moi, je vais vous dire Pourquoi est-ce qu'on ne le maîtrise plus ? Parce que justement, ça échappe à tout contrôle via les réseaux sociaux et via l'informatique ? Vous avez des choses qui se passent dans le cadre de la lutte contre ces systèmes de fraude qui peuvent, je dirais, être efficaces par rapport au petit patrimoine. Les administrations fiscales, Maître Scarna va en parler, s'entendent très bien en Europe. On sait très bien quand on a un immeuble en Italie, un compte en banque à Luxembourg, oui. Mais ce n'est pas ça le problème. Le problème, il est bien plus profond. Il est dans les gros montants qui s'en vont. Alors je vais vous dire une chose, j'entends les 200 On va venir sur ces montants, Michel Claes, parce que ce sera plus clair. Juste, on va donner un chiffre, ce sera beaucoup plus clair, je vous assure, pour les téléspectateurs. On va, si vous voulez bien, je reviens à vous dans un instant, mais pour que les gens comprennent bien, parce qu'on va citer des chiffres qui risquent de ne pas comprendre. Et justement, ça nous permet de passer au deuxième chapitre, justement sur cette question, est-ce que les grands fraudeurs sont à l'abri ? Vous avez introduit le chapitre, est-ce qu'il y a effectivement une protection des grands fraudeurs ? Regardez les chiffres que nous avons trouvés, ce sont ceux qui représenteraient, je veux bien admettre le conditionnel, l'évasion et la fraude fiscale en Belgique. 6 à 7% du PIB, on parle de 25 à 30 milliards d'euros par an.
Michel Claes, est-ce que ce chiffre est exact? Et est-ce que si on vous donnait un peu plus de moyens, vous pourriez aller récupérer cet argent? Le chiffre, ce n'est pas moi qui l'ai sorti de ma poche. C'est l'administration fiscale et les institutions spécialisées, même si on varie entre 4 et 5%, mais nous sommes à 470 et des milliards de PIB brut actuellement. Est-ce que vous vous rendez compte par rapport au budget, quand nous sommes en train de travailler sur une récupération de budget où ça ne va pas. Juste une petite précision. Deux précisions par rapport à vos chiffres, mais c'est pour informer simplement. Donc, quand je cite 200 dossiers à l'administration fiscale et 300 dossiers à la justice, c'est dans le cadre des seuls Panama Papers, où 700 noms belges ont été à un moment donné cités par la presse, et les services de l'État se sont mis en activité, si je puis dire, pour pouvoir précisément ouvrir les dossiers. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand il y a la volonté de le faire, et il y a eu évidemment une volonté à un certain moment avec la commission d'enquête Panama Papers, eh bien on voit que les services se mettent en ordre de marche. Le problème, c'est qu'on ne leur donne pas les moyens. Voilà. Et donc Michel Claes a entièrement raison de dire que c'est la partie immergée de l'iceberg et que le problème est beaucoup plus important. Il est plus profond. Maintenant, attendez, sur vos chiffres. Ça, c'est l'économie souterraine. Donc c'est les revenus qui ne sont pas déclarés. À côté de ça, et ce sont les chiffres qui sont en effet cités par l'Université de Bruxelles, on peut les valider. À côté de ça, vous avez la fraude fiscale grave et organisée. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce sont des montages sophistiqués qui permettent de détruire l'impôt. Donc par des constructions artificielles à travers les paradis fiscaux. Et là, nous n'avons pas une vision claire du montant qui est éludé chaque année. Sauf les travaux du professeur Zuckman, qui pour la seule Belgique considère qu'il y a 70 milliards d'euros planqués dans les paradis fiscaux, 70 milliards d'euros d'avoirs belges planqués dans les paradis fiscaux. Je vous repose la question parce que vous n'y avez finalement pas répondu. Avec plus de moyens, est-ce que vous auriez la possibilité d'aller chercher une partie de ces milliards qui seraient illégalement planqués à l'étranger, comme on dit? Oui. Sûr et certain? Oui. Combien vous pourriez récupérer? Allez. Avec ce que je récupère maintenant, et en posant la question si on me clone, et surtout si on me donne les possibilités avec mes policiers, on peut multiplier de manière absolument exponentielle. Rendez-vous compte. À la déclaration notamment de suspicion à la cellule de traitement des informations financières, il y a des centaines de millions d'euros de blanchiment qui sont envoyés au parquet en disant c'est du blanchiment d'argent et qui sont claqués. Vraiment, j'ai claqué. Classés sans suite. Et nous le savons, avec M. Gilles-Kinet, avec M. Lawedge, nous savons que le parquet n'a pas les moyens de sortir ces dossiers parce qu'on manque de personnel. Est-ce que vous vous rendez compte de cela? On a la dénonciation, et dans ces dossiers figurent également des dénonciations de blanchiment d'argent, du terrorisme qui ne sont pas examinées. Vous avez l'impression qu'on ne vous laisse pas faire? Non. J'ai l'impression que tout simplement c'est un manque de moyens et c'est une impéritie aussi en termes de moyens de la part de nos gouvernants. Et vous irez jusqu'à dire que l'État belge vous empêche aujourd'hui de faire votre travail pour protéger des gens qui vont cacher de l'argent à l'étranger? Aujourd'hui, hier, avant-hier et avant-hier, je ne veux pas faire de mes déclarations un débat politique par rapport au gouvernement actuel, quoique celui-ci ait quand même réussi à foutre par terre, si vous me permettez l'expression, le secrétariat d'État à la lutte contre la fraude fiscale et sociale pour le détruire. Et détruire notamment mes forces de police, comme l'Office central de lutte contre la délinquance financière. On détruit vos forces de police? Oui, tout à fait. C'est le fameux absolument, le CEDEFO dont nous parlons. Vous vous rendez compte que on démantèle nos moyens de lutte contre ces phénomènes que vous évoquez. Alors, l'histoire, aujourd'hui, l'État fraudeur, mais l'État ne peut pas être fraudeur parce que ce n'est pas un contribuable. Mais est-ce que vous trouvez vraiment, en termes véritablement d'image, qu'il est convenable d'imaginer que les moyens actuellement en termes d'État passent par des paradis fiscaux? C'est quoi cette histoire? Alors messieurs, vous avez tous déjà beaucoup pris la parole, en tout cas de ce côté-là de la table. Je voudrais qu'on revienne de l'autre côté. Sabrina Scarna, est-ce que vous partagez l'avis du juge Claes disant qu'aujourd'hui, on ne fait rien pour chasser la fraude fiscale, ou en tout cas qu'on n'en fait pas assez? Ou est-ce qu'au contraire, la législation, selon vous, est adaptée? Moi, la législation évolue beaucoup. Et donc, je peux entendre, il y a un problème pratique au niveau des moyens, que ce soit l'administration, au niveau de la police, mais au niveau législatif, on fait beaucoup de choses. Tous les mois, enfin non, tous les ans, on renforce la lutte contre la fraude. Et on n'a peut-être plus de secrétariat, mais quand même, on a quand même des législations qui sont intéressantes. Quelques exemples. L'année passée, on a allongé les délais d'investigation et d'enrôlement lorsqu'on reçoit des informations de l'étranger.
dans le passé, quand vous receviez une information de l'étranger, le fisc, soit l'information était claire, nette et précise et il pouvait enrôler, soit il ne pouvait pas investiguer. Aujourd'hui, on a allongé ce délai. C'est ce gouvernement-ci qui a allongé ce délai. On peut investiguer et on peut remonter 10 ans en arrière. Donc on a allongé le délai de prescription. Première chose. Au niveau de la lutte contre le blanchiment, la Belgique n'a pas entendu, on vient de transposer la 4e directive blanchiment, la 4e directive qui introduit dans la lutte contre le blanchiment la fraude fiscale. C'est la 4e directive qui l'a introduit. Le Luxembourg le fait depuis 2017. La Belgique le fait depuis plus de 20 ans. On n'a pas attendu la 4e directive. Mais on dit que la Belgique est encore à la traîne malgré tout ça. Non. Honnêtement, au niveau lutte contre le blanchiment, au niveau européen, lutte contre les abus fiscaux, on est très à la pointe. On parlait des LuxLeaks. Ça a aussi engendré beaucoup de réformes. Qu'est-ce qui était embêtant dans les LuxLeaks? C'était de l'ingénierie. On arrive à surfer sur des lois plus intéressantes dans certains pays, des accords dans d'autres. La Belgique en faisait partie. Les LuxLeaks nous donnent une directive ATAD, très joli nom, qui vise à lutter justement contre l'érosion fiscale. On en a 2, on les implémente. On va faire en sorte de lutter dans tout ce qui est hybride. Alors hybride, c'est comme la voiture. On dirait que c'est une essence, on dirait que c'est une électrique, et en fait c'est aucune des deux. Un mécanisme hybride, c'est pareil. Dans le pays dans lequel il se trouve, il n'est pas taxé. Dans le pays dans lequel il devrait être taxé, il ne l'est pas non plus parce qu'on croit qu'il est taxé de l'autre côté. Et finalement, personne ne paye d'impôts. C'est de l'ingénierie. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que nous dit Phil sur Facebook? On dénonce depuis des années l'évasion fiscale à une échelle planétaire, mais rien ne bouge. Si l'impôt était justement perçu, nous payerions 2 fois moins d'impôts. C'est une belle question, mais moi j'ai une question à poser à tout le monde. Est-ce que la loi découle de ce qui est juste ou est-ce que ce qui est juste découle de la loi? Parce qu'on parle de moralité, on parle de justice, on parle d'équité. Ça, c'est un choix politique. Qu'est-ce qui est juste de payer? Vous parlez de moralité, mais je vous prends au mot. Est-ce que vous trouvez normal que des avocats soient payés très très cher pour contourner la loi et permettre justement aux gens de ne pas payer tout à fait les impôts qu'ils devraient payer? Ça dépend s'ils ont fait de bonnes études. Et donc effectivement, ce qu'il faut bien comprendre, je trouve, par rapport à d'abord la loi fiscale, aujourd'hui, il faut peut-être être avocat pour la comprendre. Parce que moi, je vais vous donner le cadre neuf de la déclaration fiscale qui est celui de la personne lambda. Je ne suis plus sûre que beaucoup de gens comprennent comment faire leur propre déclaration. Mais vous arrivez quand même régulièrement de conseiller des gens en leur disant, voilà, vous pouvez faire ça, vous contournez la loi, c'est pas illégal, c'est sans doute pas très moral, mais allez-y franchement. Mais comment contourner la loi ne peut pas être illégal et amoral? On va être très simple. Quelqu'un vient me voir et me dit, je veux payer moins de droits de succession. Parce que quand je vais mourir, eh bien, moi, je n'ai pas d'enfants. Ce sont mes filleuls qui vont payer 70-80% d'impôts. Je ne veux pas les payer, que puis-je faire? Monsieur, vous pouvez donner, c'est-à-dire que vous n'attendez pas de mourir pour transférer ce que vous avez donné. Vous pouvez payer les droits d'enregistrement réduits dans toutes les régions. Est-ce que ça, c'est violer la loi? Est-ce que ça, c'est contourner la loi? Le Belge serait fraudeur par nature? L'homme serait fraudeur par nature? Et la femme peut-être aussi. Oui, je voulais dire l'homme, l'être humain. Bien sûr. Non, nous ne sommes pas des fraudeurs par nature. Et honnêtement, depuis, je pense, quand même une vingtaine d'années, ce n'est plus du tout l'esprit des personnes. Dans les années 80, dans les années 90, la fraude était le sport national. Et peut-être que l'impôt était l'excuse qui le justifiait. Plus aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Moi, les gens que je reçois, qui ont ma génération, me disent, moi, je veux que ce soit sécure. À la fin de la journée, le petit delta en moins que je paierai ne m'intéresse pas, si ce n'est pas ça. Georges Guinet et Vincent Scourneau, je vais revenir vers vous dans un instant. Mais puisqu'on est en public, je vois qu'il y a quand même pas mal de gens qui ont envie de réagir et d'intervenir. On a donné la parole au collectif Justice Fiscale tout à l'heure. Monsieur, prenez le micro. Je sais qu'il y a dans le public, et on est tout à fait transparent par rapport à ça, il y a des jeunes qui font partie de partis politiques. Vous faites partie d'un... Oxfam, expert fiscal chez Oxfam. Ok, on vous écoute. Madame nous a parlé de la directive ATAD, c'est la directive européenne contre l'évasion fiscale. Mais vous savez très bien que la Belgique veut l'implémenter trop tard, en 2020, et la Commission européenne le demande de le faire pour 2019. C'est un choix conscient pour aider les multinationales à encore évader plus d'impôts. Et dans cette directive-là, il y a encore en plus les règles contre les paradis fiscaux, et la Belgique a décidé d'implémenter ces règles le plus faiblement possible. Qu'est-ce que vous en dites? Rapidement, parce qu'on a d'autres questions. Pardon. Je pense que ce qui compte, c'est de le faire. Maintenant, le temps compte. Vous le faites trop tard. La Commission va vous... Oui, mais on est toujours en retard. Je ne sais pas si vous avez remarqué, on est toujours en retard. C'est 2019, c'est clair.
Ah ben oui, 2019. Et nous sommes toujours en retard. Ce n'est pas pour autant que nous ne sommes pas en train d'implémenter la règle qui est obligatoire. Tous les pays européens le font avant 2019, le font d'une manière forte et la Belgique va décider de le faire d'une manière la plus faiblement possible pour être en concurrence avec le Luxembourg. En étant très concret, pourquoi est-ce que vous pensez justement que la Belgique aurait traîné, selon ce que vous dites? La Belgique traîne tout le temps dans le Conseil européen. Deux autres réponses, Georges Gilkina, Medlaouet. Effectivement, il y a une forme d'hypocrisie absolument extraordinaire, notamment pour toutes ces négociations internationales. Personne, si vous aviez le ministre des Finances ici aujourd'hui devant vous, il vous dirait moi, je suis pour lutter contre la fraude fiscale, je suis pour une harmonisation fiscale au plan européen. Mais dans toutes ces discussions, tout ce qui nous revient au plan européen, où les ministres essayent d'harmoniser les règles pour empêcher qu'une multinationale joue avec les différences de règles entre les différents États, la Belgique est le mauvais élève. Nous sommes régulièrement pointés comme ceux qui appuyons sur le frein. Et donc, c'est pour ça qu'il y a une hypocrisie extraordinaire entre le discours et les actes qui sont posés. Tout va beaucoup trop lentement. Ce sont des deux chevaux face à des Formule 1. Vraiment, avec tout le respect, vous nous avez fait un peu la lecture d'une espèce de revue fiscale. Voilà tout ce qui se prépare au niveau européen. Ça n'est pas la vraie vie. La vraie vie, c'est que M. Schäuble, ministre des Finances allemand, qui n'est pas un type de gauche, loin de là, a piqué une colère contre Van Overtveldt, notre ministre des Finances, qui bloque les dossiers au niveau européen, s'agissant de la lutte contre l'évasion fiscale et les mesures à prendre au niveau européen. Il y a un article dans The Standard de ce week-end qui l'explique en 3 pages. Donc attention, il y a la vraie vie et puis il y a ce que vous pensez être en effet des avancées, mais qui en réalité ne sont pas concrétisées par le ministre des Finances. Donc il y a vraiment un grand écart entre, je dirais, ou un grand fossé plus exactement, entre ce que vous dites et la réalité. Alors il y a justement, et je voudrais qu'on entende Vincent Scourneau là-dessus, on tape beaucoup sur le ministre des Finances pour le moment. Votre point de vue à vous, il fait bien son boulot ou est-ce qu'effectivement, comme beaucoup le sous-entendent ici, il y aurait tendance parfois à bloquer certaines avancées? Écoutez, ici, on est dans une discussion politique. Vous avez l'opposition qui s'exprime. Par définition, évidemment, elle trouvera que le ministre n'en fait jamais assez. Et pourtant, il a fait tellement de choses que les gouvernements précédents n'ont pas fait. Voilà. Tellement de choses. On est dans un gouvernement de réforme. Il a démanché. Je dirais toute matière confondue. Il a démanché. Par exemple, la taxe Caïman. La taxe Caïman, rapidement. Rappelez ce que c'est, si vous voulez bien, en un mot. En un mot, la taxe Caïman. La taxe passoire, c'est une taxe. Je ne suis pas politique, mais je me permets quand même de vous dire que la taxe Caïman. Monsieur Claes, laissez finir Monsieur Scourneau, sinon on va critiquer quelque chose qui a été mis sur pied, alors que ça n'existait pas avant. Ce qui permet effectivement de taxer des montages qui sont faits. Mais non, ça n'existait pas. Reconnaissez quand même que cette taxe n'existait pas. Mais aujourd'hui, elle permet 2 choses. Elle permet d'avoir une recette directe. De combien? Une recette directe qui est estimée à 40 millions. 40 millions. Ça a beaucoup changé par rapport aux 500 millions. Non, attendez. Vous avez mis un demi-milliard au budget. Vous avez mis un demi-milliard au budget. 400 millions. Oui, non, un peu plus, 460. 460 millions, peut-être. Mais la réalité, 40 millions directement l'année dernière, 120 vraisemblablement cette année, mais surtout, et ça reconnaissez-le, des retours indirects au travers de ce que des personnes qui aujourd'hui doivent déclarer des montages qui se font en offshore, qui se font dans des pays qui doivent déclarer, qui a mis en place s'engager sur cette pente et vont alors effectivement. Mais quand on annonce qu'on va récupérer via une taxe 460 millions d'euros et qu'on en récupérera vraisemblablement 120 millions, est-ce que c'est pas quand même un flop? C'est pas un flop. Non, mais écoutez, il y avait job, mais la flop. Attendez. Laissez finir M. Scourneau si vous voulez bien. Ne tombons pas dans la caricature, elle est trop facile. Je vous ai dit, il y a une manière de comptabiliser cette somme. D'abord, avec le retour direct, facile, et le retour indirect, celui qui permet d'éviter les montages, puisque vous devez les déclarer. Quand vous devez déclarer les montages, si vous ne les déclarez pas, vous risquez d'être condamné, vous restez alors dans la légalité et dans le droit chemin. Et ça, c'est très difficile à évaluer. Mais, d'après les spéculations qui ont été faites par notamment le ministre des Finances et je dirais son administration, reconnaissons quand même, le ministre des Finances n'est pas n'importe qui, c'est un professeur d'université. La Cour des comptes dénonce le fait qu'il est impossible d'évaluer la recette liée. Mais il est impossible. Vous parlez d'amendes, elles sont tellement ridicules par rapport au montant. C'est une nouvelle taxe. Une nouvelle taxe, c'est toujours très difficile d'évaluer. Par définition. Ah bah oui, effectivement, là, manifestement, ça a été difficile. Non, par définition. Non, encore une fois, vous faites une caricature. Vous voulez estimer la taxe exclusivement sur ce qu'elle rapporte directement. Mais parce que c'est le ministre des Finances lui-même qui l'a annoncé. Le ministre des Finances a dit qu'elle allait rapporter de manière directe et indirecte
un montant qu'il a jugé à hauteur de plus ou moins 400 millions. Mais le rapport indirect, on le verra par la suite, au travers des montages, ce qu'on aura pu éviter. C'est très difficile de définir exactement, oserais-je dire, millions près, mais le budget, c'est quand même 200 milliards, il faut quand même le dire. Est-ce qu'on peut être constructif, juste pour 2-3 éléments? Je voudrais donner juste une question à Sabrina Scarna. Constructif, mais pas la caricature. Sur ce point-là, est-ce que vous comprenez justement que pour la population, peut-être, il soit difficile de concevoir qu'on met tout en œuvre pour lutter contre cette fraude fiscale quand on voit les écarts entre les prévisions et ce qui finit par arriver sur la table? Mais première chose, moi je suis dans la vraie vie aussi, j'ai des vrais clients qui ont de vrais soucis. Et le PS dit que c'est sa loi, la loi Caïman. Hein. Quand on dit qui a fait modifier la loi de la déclaration, c'est le gouvernement Di Rupo. Quand on dit que c'est le MR qui a mis en place la taxe Caïman, il faut être juste. Je veux dire, c'est une loi de 2013 qui impose la déclaration et c'est une loi de 2015 qui prévoit la taxation. Cette taxation, je ne confonds pas, c'est l'article 307 du Code. Non, vous confondez deux choses. Donc vous citez tout le Code des impôts sur les revenus, mais vous confondez deux choses. Non. Voilà. Je comprends. Croyez-moi, et surtout l'article 145, on va tous s'endormir. Mais donc, tout ça pour dire que cette taxe Caïman impose effectivement de déclarer des revenus qui, jusqu'alors, n'étaient pas censés être déclarés. Donc, on a créé quelque chose qui n'existait pas. Il n'est pas illégal en Belgique de mettre son argent. J'ai mon compte à l'étranger, c'est tout à fait légal. Il m'appartient de déclarer mes revenus. Je les mets dans une structure qui n'est pas simulée, c'est tout à fait légal. Je choisis une structure qui n'est pas soumise à l'impôt, c'est très bien. Non, depuis la loi Caïman, même dans ce cas-là, je dois déclarer les revenus comme si je les avais gardés. C'est tout ce qu'a fait cette loi Caïman. Donc elle crée un impôt qu'on n'avait pas avant. Oui, c'est des bénéfices qu'on a réalisés. Personne ne conteste ça. Oui, parce que, notamment, il n'y a pas un code distinct sur la déclaration. Exactement. Ça fait l'objet de discussions lors des travaux de la commission Panama Papers. Et il n'y a pas de recommandation relative à l'existence d'un code distinct. Donc, c'est très difficile à évaluer en soi. Maintenant, ce qu'il faut savoir, effectivement, c'est que cette loi est en train d'être complètement réformée aujourd'hui pour essayer de réagir à des tentatives d'évitement qui ont été mises en place grâce au Conseil fiscal, bien entendu, puisque la première réaction de tout contribuable, c'est d'essayer d'échapper à une nouvelle taxe qui est introduite. Donc il y a de nouveaux mécanismes, mais tout cela prend toujours tellement de temps. Et j'insiste effectivement que grâce à cette taxe, on a rendu imposable des choses qui ne l'étaient pas. Quand quelque chose n'est pas imposable, eh bien peut-être que des montages violent la moralité, mais si ce n'est pas imposable, ce n'est pas imposable du tout, à moins d'avoir des mécanismes d'abus de droit. On peut faire des abus, mais alors on entre dans des considérations qui sont un petit peu précisément plus sur cette question. Je vais me tourner vers le public avant de retourner à la table centrale. Est-ce qu'il y a des gens qui aujourd'hui estiment qu'on en fait très clairement pas assez en matière de lutte contre la fraude fiscale? Dans le public? Évidemment, le collectif Justice Fiscale bondit. Prenez le micro et on revient à la table centrale dans un instant. On n'en fait pas assez. Mais ce que je veux dire aujourd'hui, et très clairement, c'est qu'on en fait beaucoup plus qu'avant. Et on améliore d'année en année le système de taxation. Justement, ça, je crois qu'il faut le savoir. Prenez le micro. Est-ce que vous comprenez aussi qu'on vous dise on n'en a jamais fait autant? Est-ce que ça, c'est un argument que vous acceptez? C'est quand même difficile à accepter comme argument et je pense que les chiffres qui ont été cités en termes de manque de moyens, justement, qu'on alloue à la justice, c'est quand même assez choquant. Et on se demande quand même maintenant, au vu de toute la succession de papers qui sont sortis, à quand est-ce qu'on pourra avoir enfin un grand plan global de lutte contre la fraude fiscale? Ça devrait être une priorité. Mais vous reconnaissez ou pas qu'il y a d'énormes progrès qui ont été faits ces dernières années? Il y a peut-être des progrès, je ne suis même pas certain. J'ai les chiffres, monsieur Daoud. C'est quand même, quand on cite les montants et le nombre de dossiers, c'est difficile à encaisser. Mais vous interpelle donc 2 pages dans la note. Ce qui est surtout important, je pense, le citoyen va bientôt voter. 2018, 2019, il y a une énorme défiance envers le politique. Et je pense que ça, il faut pouvoir entendre ça. Le citoyen, il est en train de se demander, mais qu'est-ce qu'on fait concrètement? On voit ici qu'il y a un manque de moyens donnés à la justice. On voit aussi que pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas lancer un grand plan, justement, en faire une priorité, un grand plan de lutte, lutter contre la fraude fiscale, l'évasion fiscale, vu les montants qu'on pourrait récupérer. En gros, qu'est-ce que c'est les montants qu'on pourrait récupérer? C'est l'austérité, c'est les montants de l'austérité, c'est de l'argent qu'on peut remettre dans les hôpitaux, qu'on peut remettre dans l'éducation. Pourquoi est-ce qu'on met autant de moyens à chasser les fraudeurs sociaux, les chômeurs par exemple, pour le peu de montants qui sont récupérés, alors qu'on pourrait gagner des montants beaucoup plus important?
Réponse, Vincent. Je comprends évidemment le désarroi des citoyens. Évidemment, on lui vend tous les jours que rien ne va, que c'est une catastrophe, qu'on ne fait rien. Ça n'est pas vrai. Il faut à un moment donné objectiver avec des chiffres. Mais il faut dire aussi qu'on est dans une situation qui est extrêmement compliquée. Nous avons une économie ouverte. Il faut faire les choses de manière mesurée. La Belgique est à la pointe, on l'a dit, la loi sur le blanchiment d'argent, on a 20 ans d'avance. Et donc, nous faisons les choses. Et nous avons, mais monsieur, vous ne pouvez pas nier, par exemple, que l'ISI, en 2 ans, a traité 1000 dossiers de plus. Vous ne pouvez pas le nier, et que le recouvrement a été supérieur. Mais les chiffres sont là. Monsieur Daoud, s'il vous plaît. On peut tout contester, mais si on conteste même l'objectivité des chiffres, alors évidemment, vous contestez les chiffres. on est dans le ville. Pourquoi est-ce que l'ISI a traité 1000 dossiers de plus? Mais parce qu'il y a eu les révélations SwissLeaks, Offshore Leaks, Panama Papers et maintenant Paradise Papers. Ça veut dire qu'il y a eu des révélations du fait du travail de la presse et l'ISI doit s'en saisir. On ne comprendrait pas qu'elle ne s'en saisisse pas. Mais que dit l'ISI? On les a entendus en commission. Il nous faut 100 agents de plus. On fait la recommandation. On dit il faut en effet plus de personnel, rejeté par la majorité. Donc on ne peut pas dire une chose et son contraire. Je veux simplement ajouter ceci. Soyons ont été engagés à l'ISI. Je fais une proposition concrète. Ce que John Crombie a fait quand il a pris ses fonctions, il a mis en place un collège de coordination en mettant autour de la table la justice, la police, l'administration fiscale, la cellule anti-blanchiment, pour que ces gens se parlent, pour que ces gens se coordonnent, pour que ces gens échangent de l'information. La première chose qu'ils ont faite quand ils sont entrés en fonction, eux, avec le gouvernement Michel, c'est de supprimer cette coordination. J'attire aussi votre attention sur le fait que pendant 1 an, ils ont eu une secrétaire d'État en charge de la lutte contre la fraude fiscale, Mme Slurs, qui n'a strictement rien fait. Donc on a perdu 1 an. Quant aux chiffres, il y a les chiffres publiés dans la Libre ce matin, à l'initiative d'un syndicat des finances, qui montre qu'il y a une dégringolade des résultats des contrôles fiscaux. Donc ça veut dire qu'on fait moins bien qu'il y a quelques années. Avec moins de personnel, hein. On va y venir dans un instant. Un petit message qui nous arrive et qui s'adresse à vous, Monsieur Claes. Moi, je suis d'accord pour payer une taxe supplémentaire pour donner les moyens nécessaires à Monsieur Claes de poursuivre les fraudeurs et les faire condamner à payer au Trésor belge les montants fraudés. Voilà, Ah, mais écoutez, j'espère que j'en ai plus qu'un, mais si vous permettez, j'ai au moins le grand avantage de ne pas être politique et quand je prends la parole, de ne pas prendre la parole par rapport à un message d'ordre politique pour constater tout simplement que dans mon métier, j'assiste depuis des années à une augmentation du phénomène de la criminalité financière et à une déglingue, mais une complète déglingue des moyens qui nous sont donnés pour la combattre. Vous savez, dans la répression, vous avez l'administration fiscale d'un côté, la justice de l'autre, on appelle ça una via, vous choisissez l'un ou l'autre. On me dit, on nomme 100 personnes à l'ISI? Non. Mais quand on nomme des gens à l'ISI, 40, on va les chercher dans les contrôles. Ce ne sont pas des gens qui sont engagés en plus, ce sont des gens qui sont déplacés. Ça, c'est une escroquerie. Georges-Gilles Quinet, et puis je voudrais qu'on passe sur une petite séquence. Nous avons réalisé un micro-trottoir sur ces questions. On est clairement dans un système à 2 vitesses. La plupart des personnes qui nous regardent aujourd'hui, leur déclaration fiscale, elle est très simple. Leurs revenus sont connus, sur le revenu du travail. Quand ils vont à la boulangerie acheter un pain, ils payent la TVA. Ça, c'est la taxation de monsieur et madame tout le monde. Et puis, il y a une ingénierie toujours plus grande, une imagination extraordinaire, un appétit du gain extraordinaire également, et des structures qui sont utilisées par des criminels financiers et qui ne seront pas combattues. À l'ensemble des strates de la lutte contre la fraude fiscale, les services fiscaux, les services policiers, la justice, il n'y a pas suffisamment de moyens. Un chiffre. Au niveau de la Cour d'appel de Bruxelles, qui est seule en charge pour traiter en appel des dossiers financiers, il faut 880 jours en moyenne pour aboutir à un jugement. D'où dépassement du délai raisonnable, d'où prescription, d'où impunité. Et ce sentiment d'impunité, il est insupportable pour l'ensemble des citoyens qui payent correctement leurs impôts. Et il est un encouragement à tenter la fraude, parce qu'on a développé tellement de systèmes quand on est pris la main dans le sac pour y échapper. La DLU, la possibilité de transaction, le fait de faire durer tellement les dossiers qu'ils sont prescrits que de plus en plus, mais pas vous et moi, hein, tentent leur chance à la loterie nationale de la fraude fiscale. En matière de lutte contre la fraude fiscale, c'est une question qu'on vous a posée sur l'application ECO. On vous demandait ce qui devait augmenter et vous avez majoritairement parlé du contrôle des sociétés à 45%. Et puis il faut augmenter les moyens financiers pour le juge Claes et pour tous les autres juges d'ailleurs à 26%. Voilà pour ces chiffres. Nous sommes allés dans la rue aujourd'hui du côté de Rixensart pour vous demander justement ce que vous pensiez peut-être de ce sentiment sur la fiscalité, sur un impôt à 2 vitesses et sur peut-être certains cadeaux aussi faits aux entreprises. On a compilé tout ça dans la petite séquence de Stefano Barattini, la voici.
L'entreprise Nike qui paye moins de 2% d'impôts ici en Belgique, vous en pensez quoi? Que c'est pas bien. Ça n'est pas juste. C'est une saloperie, parce que moi j'en paye 33. Et c'est écœurant, c'est tout. Qu'il faut modifier les lois au niveau belge, mais plutôt au niveau européen, pour qu'on ne puisse pas faire ça. Ce sont les petits indépendants comme nous, les petits commerçants qui payons à la place de ces grosses multinationales. Vous savez que c'est légal. Oui, mais c'est pas parce que c'est légal que c'est moral non plus. Hein. Eux gagnent beaucoup et payent pas beaucoup d'impôts. Je trouve pas ça très logique, quoi. Ils génèrent de l'emploi. Est-ce qu'ils doivent payer plus et nous de risquer que nous on perd nos emplois? C'est ça un peu la question. Si votre comptable vous proposait de payer moins de 2% d'impôts, est-ce que vous le feriez? Ça m'arrangerait bien, oui. Je l'embrasse. Quand c'est Nike, c'est scandaleux, mais quand c'est vous, ça va. Voilà, oui. Je le fais si c'est légal. Que ça ne me gêne pas de payer des impôts du tout, tant que l'argent soit bien utilisé. Mais fatalement, on aurait tendance à le faire à partir du moment où tout le monde peut payer que 2%. Non, je préfère payer quelque chose de juste. Avec ce que je gagne, oui, je le ferai bien sûr. Maintenant, si je brasserais des milliards comme eux, peut-être pas. Non, je n'aimerais pas du tout être dans une position de non-solidarité à ce point. C'est pas bientôt fini de me mentir, madame. Vous vous trompez. Voilà, et on va continuer justement à écouter un 100%. peu l'avis du public sur ce plateau avant de retourner à la table centrale. Tout d'abord, vous, monsieur, la question elle est toute simple. Est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui en Belgique qu'on a un système qui est juste et qui est bien réparti entre les sociétés et les particuliers ? Non, clairement pas. Et même au sein des sociétés, on voit clairement d'un côté des petites PME qui payent leurs impôts, qui payent la TVA, qui payent toutes les charges sur leur salaire. Et à côté de ça, des grosses sociétés qui bénéficient de plans de licenciement, qui bénéficient d'incitants financiers pour venir s'installer. Et quand ils partent, on n'en parle même plus. Non, c'est inacceptable. C'est vraiment tout à fait inacceptable. Vous faites partie d'un mouvement politique ? Tout à fait. Je suis chez Défi Jeunes. Chez Défi Jeunes. Voilà, je vous pose la question parce que je vais me tourner chez quelqu'un qui est jeune CDH. Je le savais, mais ça permet d'être plus transparent vis-à-vis de ceux qui nous regardent. Même question à vous. Est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui, et je sais que c'est le genre de thème dont on débat dans les partis et dans les mouvements jeunes, comme aux jeunes CDH, est-ce que vous avez l'impression qu'on est face à un impôt qui aujourd'hui n'est plus juste, qui serait entre guillemets dépassé ? On parlait de la vraie vie dans les différentes interventions. La vraie vie, c'est quoi? C'est se réveiller, c'est peut-être écouter Matin Première et le juge Claes, et c'est comprendre finalement qu'un paradis fiscal ou un paradis fiscal qui ne se nomme pas est potentiellement, toujours potentiellement, un enfer social. Ça, c'est extrêmement choquant. Avec ce sentiment que l'impôt n'est pas juste en Belgique, trop de cadeaux aux entreprises et c'est trop dur sur les particuliers ? En tout cas, je pense qu'il y a une inégalité de principe et de fond qui devient complètement insupportable. Je rejoins aussi monsieur de Jeunes Défis juste en face pour dire qu'il faut faire la nuance entre les grandes entreprises et les PME. Mais le principe de l'optimisation fiscale pour les grandes entreprises est pour moi comparable, en tout cas profondément injuste, comparable à une injustice profonde. Pourquoi ? Parce qu'on élite par là l'impôt. Et l'idée de l'impôt, c'est l'idée de trois choses. C'est-à-dire, c'est enlever des moyens pour les fonctions collectives, dont l'enseignement. Moi, je suis enseignant, je me réveille, je vois la vraie vie, je vois aussi le manque de moyens dans les écoles. Je me dis, si on pouvait un jour récupérer toute cette somme qui est due au bien commun, eh bien... Et moi, je vois la vraie vie et je vois le chrono de cette émission qui doit avancer, donc je dois retourner à table, désolé, mais vous pouvez garder le micro, voilà, on vous le reprendra tout à l'heure. Sabrina Scarna, je voudrais qu'on démarre cette partie-là avec vous, c'est la troisième de notre émission, et elle se pose finalement la question d'un impôt en Belgique qui serait à deux vitesses. C'est en tout cas ce qu'on a beaucoup lu sur les réseaux sociaux, c'est un peu pour ça qu'on a voulu lancer le public là-dessus. Est-ce que vous comprenez ce sentiment d'injustice de la population qui se dit quand on est finalement un petit citoyen lambda, on nous tombe plus facilement dessus? Mais tellement bien, parce que c'est même plus à deux vitesses, c'est à 1000 étages. On a un patchwork fiscal qui fait qu'on a des législations qui viennent toujours parer ou venir attirer quelqu'un et qui fait qu'on a plein de régimes fiscaux qui se superposent et qui fait qu'il n'y a plus de logique. Ça, je crois que c'est clair, que ça crée le sentiment d'injustice. Il n'y a plus de logique fiscale. On parlait tout à l'heure, vous m'interpelliez sur le fait que la Belgique se fait taper dessus par l'Allemagne. On n'est pas l'Allemagne et il n'y a pas d'harmonisation. Le vrai débat, il est là. Tant
tant que vous n'aurez pas d'harmonisation au niveau européen, tant que l'Europe ne comprendra pas que c'est à ce niveau-là que ça se joue, eh bien oui, la Belgique défendra ses petits intérêts parce qu'elle se comparera au Luxembourg. La France et l'Allemagne ont des vies tout à fait différentes et des économies qui sont... Je vais vous demander un rapide tour de table sur cette question. Comment est-ce qu'on peut améliorer ça? Dans les recommandations, nous portions, comme opposition socialiste, nous portions l'idée de demander au gouvernement d'avancer sur l'harmonisation fiscale et en particulier à l'impôt des sociétés. À nouveau, ça a été rejeté par les partis de la majorité. Incompréhension totale. Je ne vous interpellais pas sur l'Allemagne, j'interpellais plutôt le ministre des Finances belge qui se fait taper sur les doigts par ses collègues parce qu'il freine en effet toute avancée en matière d'harmonisation de lutte contre l'évasion fiscale. Alors j'arrive. Différence de sentiment. Allez, très simplement, aujourd'hui, plus de 70% des impôts sont supportés par les revenus du travail ou par la consommation des ménages, elles-mêmes financées par les revenus du travail. Le reste, c'est toute une série d'autres impôts, avec de manière finalement, il faut bien le dire, assez marginale, la taxation sur les revenus spéculatifs, en particulier les revenus des grandes entreprises, notamment sur leurs plus-values, mais aussi d'un certain nombre de particuliers sur leurs plus-values qui ne sont pas fiscalisées en Belgique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'alors qu'aujourd'hui, on a une financiarisation de plus en plus grande de l'économie, c'est-à-dire des gens qui font de l'argent avec de l'argent, du capital avec du capital, sans création de valeur ajoutée, eh bien, donc autrement dit, sans effet positif sur l'économie réelle, cela ne contribue pas. Par contre, ceux qui se lèvent tous les matins pour aller travailler, eux, évidemment, sur leur fiche de salaire, on leur retient du précompte professionnel, on le retient de l'impôt. Donc les gens ne comprennent plus, et c'est ça la vraie vie, et c'est pour ça qu'il faut changer de modèle. Jean-Gilles Quinet, puis Vincent Scourneau. Oui, moi je suis d'accord avec Mme Skerna qu'il faut une harmonisation fiscale au plan européen. Ce sur quoi je ne suis pas d'accord, c'est qu'il ne faudrait rien faire en attendant cette harmonisation fiscale, parce qu'on peut encore attendre longtemps. Et une des recommandations que nous avons pu introduire par amendement dans le cadre des travaux de la commission Panama Papers, c'est d'obliger les multinationales à déclarer dans chaque pays où elles sont actives les bénéfices qu'elles ont réalisés et les impôts qu'elles ont payés. Il faut créer de la transparence parce que l'outil principal des fraudeurs fiscaux, c'est l'obscurité, c'est pouvoir agir sans être contrôlé. Et à partir de là, on pourra avancer. Autre exemple, la question des rulings. Vous avez parlé des LuxLeaks. Qu'est-ce que c'est les LuxLeaks? C'est l'État luxembourgeois qui offre aux entreprises des conditions absolument extraordinaires via des rulings, des décisions anticipées. Eh bien, la Belgique fait la même chose. C'est ce qu'a révélé Le Soir hier dans le cadre de Nike, l'entreprise Nike, qui ici en Belgique... Est-ce qu'on a les moyens de mettre fin à ce genre de choses? Oui, en créant par la loi de la transparence et en obligeant les entreprises à payer des impôts là où elles ont réalisé des bénéfices. Est-ce qu'on peut imaginer que cette loi c'est simplement logique à court terme? Vincent Scourneau. Le combat contre la fraude fiscale est un combat partagé. Je crois que tout le monde est d'accord de dire que c'est scandaleux et qu'il faut le faire. Il faut le faire de manière pragmatique, c'est-à-dire qu'il faut bien poser le curseur. C'est au niveau international, évidemment, qu'on règle ça. La Belgique, c'est un petit pays. Si vous commencez à être plus dur que le voisin, si vous commencez à être plus dur que le voisin, vous allez vivre quoi? Des délocalisations. Nike, c'est 3000 emplois en Belgique. C'est pas d'apprendre. Mais les choses sont beaucoup plus nuancées. Pas de bénéfices. Et si, les bénéfices? Non, mais attendez. Mais non, vous le savez bien. Vous le savez bien. Les choses sont évacués vers les Pays-Bas. Lorsqu'on a une délocalisation, on s'offusque. On se dit mais comment on peut perdre autant d'emplois? Très simplement parce que vous avez un pays qui a fait une proposition et il y a un forum shopping qui s'installe au niveau des entreprises. On ne doit pas être naïf, on doit être pragmatique. Et donc, il faut toujours faire dans le sens de la nuance. C'est la religion du pragmatisme, monsieur Daoud. Mais bien sûr. C'est l'idéologie, monsieur Scourneau. Et pendant ce temps-là, les caisses de l'État se vident et on demande aux travailleurs de les remplir. C'est ça le problème de votre gouvernement. Le problème de votre gouvernement, c'est que vous prenez dans la poche des travailleurs et que vous ne faites pas payer ni les fraudeurs ni les spéculateurs. Quand vous n'aurez plus d'entreprise dans le pays, c'est ça fondamentalement. Oui, il est vrai que Caterpillar vous a attendu pour partir. Oui, ce n'est pas en raison justement du niveau d'impôt. Les grandes entreprises internationales. Il y a des gens pour qui payer un euro, ce sera toujours un euro de trop, monsieur Scourneau. Vous défendez les intérêts, vous ne défendez pas la justice fiscale. Voilà, attendez, je vais mettre fin à cette petite passe d'armes, si vous voulez bien. Je défends l'emploi, monsieur, en Belgique. Et bien, soyez aux côtés des travailleurs. Je mets fin, monsieur Lawège, monsieur Scourneau. Monsieur Lawège, monsieur Scourneau. Voilà, on a bien compris que là-dessus, vous n'étiez pas d'accord, mais je ne suis pas sûr qu'on a bien compris ce que vous disiez, parce que vous parlez en même temps, on comprend. Donc, dernier mot dans le public, très très rapidement, si vous voulez bien, parce qu'on n'est pas en avance, pour ne rien vous cacher. Oui, donc l'harmonisation, c'est très bien. Juste dire qu'à ce stade-ci, la Belgique joue un autre jeu, qui est la course vers le bas. Donc il y a une réforme de l'ISOC pour baisser les taux. Donc voilà, donc il y a une harmonisation, c'est vers le taux zéro. Donc voilà, premier point. Deuxième point, les emplois. D'abord, il n'y a jamais eu de démonstration du fait que baisser les impôts augmentait les emplois. C'est 60 000 emplois en plus dans le pays. Et enfin, la plupart des emplois sont créés par les PME et pas par les grandes entreprises. Et les PME, évidemment, peuvent bénéficier de ces aides-là aussi.
Juste par rapport à la réforme de l'ISOC, il faut bien se rendre compte qu'aujourd'hui, nous avons un taux facial de nouveau trop élevé en Belgique. Évidemment. Parce que dire que le travailleur paye trop, c'est une évidence. La société paye aussi trop. Mais donc 15 milliards par an de réduction fiscale pour les entreprises. La réduction de l'ISOC est une bonne chose. Et elle est compensée, bien sûr pour les PME, et elle est compensée pour toute une série de niches que vous avez eu l'habitude de décrier qui vont être supprimées. Donc il faut bien prendre le pour et le contre. Voilà, on est en train d'entrer, pardonnez-moi, mais on est vraiment entré dans quelque chose d'un peu trop technique pour le téléspectateur. Je voudrais qu'on retourne vers Marc Bourgeois. Un petit mot sur ce que vous venez d'entendre. Est-ce qu'aujourd'hui, on pourrait se montrer rassurant et dire qu'on pourrait aller, on a compris la difficulté d'une harmonisation, on a vu qu'il y avait beaucoup de choses qui avaient évolué en matière de législation en Belgique. Est-ce que vous pensez qu'on a une chance d'aller encore un peu plus loin ou est-ce que finalement, aujourd'hui, la situation n'est pas si mal? Il y a beaucoup de choses qui évoluent en Belgique. Peut-être pas suffisamment, probablement pas suffisamment par rapport aux véritables attentes. Ça, c'est un premier point. Il y a beaucoup de choses qui évoluent au niveau international, notamment les échanges d'informations automatiques, mais la question se pose de savoir si ça va vraiment marcher ou si ça fait pchit, comme on dit, comme certains ont pu le dire. Ce que je voudrais dire aussi, c'est que l'harmonisation européenne, c'est la solution, mais à court terme et à moyen terme, je ne la vois pas dans l'Union européenne. Je vois plutôt une concurrence fiscale qui va continuer à s'acerber, et ça, c'est la pire des choses pour avancer dans le cadre de la lutte contre la fraude fiscale. Xavier Kounas? Oui, je suis surpris par certains propos parce que j'entends qu'on veut défendre l'emploi, j'entends qu'il faudrait baisser le taux d'impôt des sociétés pour préserver l'emploi, mais en réalité, une société qui engage 3000 personnes, c'est très bien, et c'est très bien qu'elle soit en Belgique, mais pourquoi vaudrait-elle plus que 30 sociétés qui emploient 100 personnes? Pourquoi Mais non, ce n'est pas la même chose parce que dans les faits, aujourd'hui, la grande société qui peut faire du chantage à l'emploi, qui peut venir vous dire, moi, je viens m'installer à condition d'avoir un traitement, elle obtient un traitement fiscal qui est quasi nul. Ça, c'est un constat quand même qu'on fait dans diverses. Nicolas Van Der Bist, si vous voulez bien, ne recommençons pas un débat. Nicolas Van Der Bist, un petit mot sur les réseaux sociaux. Comment ça s'est passé ce soir? Est-ce que ça a beaucoup bougé? En tout cas, sur les écrans, ça n'arrêtait pas. À peu près comme sur le plateau, c'est-à-dire très très actif. Beaucoup de tweets, beaucoup de messages et autres. Et ça allait un peu dans tous les sens avec ce qui finalement n'est pas interdit et autorisé. Et de l'autre côté aussi des messages et des bonnes catchlines, un peu comme le fait qu'on disait au suivant de Jacques Brel, etc., etc. Au suivant, c'est Pierre Kroll qu'on accueille ici pour la conclusion de ce débat. Vous avez suscité pas mal de réactions, j'ai vu pas mal de sourires. Oui. Vous étiez en forme? Oui. Ah oui, petite forme, d'accord. On peut rire un peu de ce sujet. Oui, j'ai eu un dessin que j'aimais bien avec la dame qui dit finalement ça doit être très emmerdant d'avoir beaucoup d'argent. Oui. Il faut quand même suivre tout ça, il faut comprendre. C'est parfois mieux d'être fauché. Et vous venez avec un petit dernier. Et alors moi je vais donner ce dessin-là au juge Claes parce que voilà, il est passé tout à l'heure et on voit que parce que vous savez quand on parle des sociétés, on entend bien. J'ai souvent ri moi-même aussi lorsque Mittal s'en va. Après on dit il payait pas assez d'impôts. Déjà quand il en paye pas, il s'en va quand même. Alors en plus il en payait, il partirait. Hein. Alors, donc, je comprends ce problème d'emploi. Mais le problème du terrorisme et toutes ces finances-là qui ne sont pas assez pourchassées est plus grave. Un grand merci à vous, Pierre. Un petit coup d'œil sur la une du journal Moustique qui est sorti aujourd'hui et qui s'intéresse, figurez-vous, à notre culture générale. C'est un dossier original, mais que je vous conseille vivement. Tout comme je vous conseille aussi de nous contacter via l'adresse mail à votre avis@rtbf.be. Elle s'affiche en bas de votre écran si vous souhaitez assister à notre émission en direct. Il me reste à remercier nos invités, notre public particulièrement attentif et réactif. Merci à vous, Pierre. Merci à toute l'équipe. Je vous souhaite une excellente semaine. À bientôt.